Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast de MBA MCI, le MBA numéro 1 en France en marketing digital et e-commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Galina Sertan et dans cet épisode, nous allons parler de la transformation numérique à la révolution écologique de l'entreprise. Je vous présente Alexandre Julien, mon invité d'aujourd'hui, entrepreneur, conférencier professionnel, cofondateur de l'ONG Musique Théâtre Planète, cofondateur de Startups sans frontières. Bonjour Alexandre. Bonjour Galina, merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup d'avoir accepté à participer à ce podcast. Est-ce que pour commencer, tu pourras te présenter un peu plus ? Oui, donc je suis historiquement un acteur du digital. J'ai commencé plutôt sur du mobile. Moi, j'ai fait ma carrière dans le mobile et j'ai eu la chance de participer à des très belles aventures, notamment celle de Deezer. J'étais le 12e salarié de Deezer pour y construire les applications mobiles l'équipe mobile et les applications mobiles, du coup, qui sont aujourd'hui utilisées par des millions de gens dans le monde. Donc, c'est un peu la chance que j'ai eue. Et ensuite, j'ai fait un peu la même chose chez Viadeo. Alors ça, c'est un peu moins bien passé pour Viadeo par la suite, les années suivantes. Mais depuis 7 ou 8 ans, je suis indépendant, conférencier dans les grands groupes où j'amène ma culture des startups. Donc avec une conférence phare qui s'appelle S'inspirer des startups et les secrets des licornes. Je délivre les secrets de ces startups pour exécuter l'innovation. Et puis, de conseils et aussi du coaching de startups. J'ai coaché à peu près 80 projets, dont certaines très belles réussites, y compris côté environnemental, comme Caros, qui est une startup qui fait du covoiturage intelligent, basé sur de l'IA et du mobile, et puis des startups comme Le Kiosque, qui est devenu Caféine depuis, une sorte de 10 heures du magazine. Voilà, œuvré beaucoup dans le monde des startups, et puis j'ai pris un virage écologique à partir de 2015 et très marqué en 2018. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment des sujets extrêmement importants. Je suis même aussi animateur de la fresque du climat, dont on parlera un peu plus tard. Voilà, et donc on va parler en effet aujourd'hui ensemble des liens entre la transfo numérique et la transfo responsable, appelons-la comme ça, donc transformation liée au développement durable. Et il y a même un nouveau terme qui s'appelle aussi la transformation numérique responsable, c'est le lien entre les deux, donc avec le numérique responsable, on va en parler. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, un parcours très très riche. Aujourd'hui, on est obligé de faire de plus en plus de télétravail et le e-commerce est en plein explosion. Est-ce que tu penses que dans le contexte actuel, le numérique écologique est-il possible pour une entreprise ? Alors c'est une vraie bonne question. J'ai une petite phrase, une petite maxime qui nous met en garde un peu, c'est lavez-vous les mails et tout ira très bien, un peu comme vous lavez-vous les mains et tout ira très bien. Il y a vraiment cet aspect-là où on va dire aux gens nettoyez vos boîtes email et tout va changer. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Le numérique responsable, faut aussi regarder le numérique irresponsable. Et on a un petit souci justement avec ces vidéos en 4K qui streament dans tous les sens. Ça c'est un vrai problème. Ce qui n'empêche pas qu'on a quand même des bonnes actions à faire. Moi, je pense que ça se joue plutôt du côté des DSI, donc on en parlera peut-être un petit peu aussi à un moment. Il y a vraiment des choses à faire du côté des DSI. C'est ça la transformation numérique responsable. Et c'est moins du côté du particulier, du collaborateur, qui au final a pas beaucoup de champ d'action, quoi. Lui, il peut pas optimiser les sites, il peut pas optimiser, il peut juste en effet nettoyer sa boîte email, c'est tout ce qu'il peut faire, ce qui va pas très loin. C'est un peu comme la touillette en plastique qu'on a remplacée par la touillette en bois, c'est pas beaucoup plus évolué que ça. C'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Il y a des actions que l'entreprise peut faire, et je crois que tu as prévu qu'on en parle, qui sont un peu plus pertinentes. Et par contre, sur le télétravail, c'est un très bon point. On a évidemment l'avènement de la visio, qui a pris une grande ampleur en entreprise. Alors la bonne nouvelle, c'est que beaucoup d'entreprises bloquent la vidéo dans la visio, disent en tout cas aux collaborateurs de pas l'utiliser. Malheureusement, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est parce que sinon leurs serveurs tiennent pas la charge. Mais par contre, sachez que c'est écologique. En fait, la pire des choses, c'est quand on est tous en visio, quand on a un grand groupe en visio et qu'on stream tous notre vidéo, là c'est impactant. Quand il y a que l'audio, en fait, c'est pas très impactant parce que ça pèse beaucoup moins, tout simplement. Voilà, donc du coup, la visio a son impact, mais il y a des métriques qu'on n'a pas encore. En fait, des fois, la visio, elle est moins impactante parce que si on se déplace 300 km en voiture pour aller sur un lieu de travail, en fait, une visio, c'est plus efficace aussi en termes d'impact. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu ça qu'on doit trouver. C'est quand bien même on reviendra à la normale d'ailleurs, quand est-ce qu'une visio est plus écologique que de se déplacer sur une longue distance. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, tu fais le lien et des parallèles entre la révolution numérique et nos enjeux écologiques actuels. Alors tout à fait, je fais des parallèles surtout en termes de révolution. Une révolution, c'est quelque chose qui change tout et beaucoup d'industries, surtout. Beaucoup d'industries à la fois. Et on a vu ça dans le numérique encore il y a 10 ans et encore aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, Thomas Cook était chamboulé par l'avènement du numérique. Et donc je fais un parallèle puisque il y a eu des gros cailloux sur la route pour pas mal d'entreprises. Et puis on peut même mettre dedans Nokia, Blockbuster aux États-Unis. Enfin, beaucoup d'entreprises se sont fait balayer ou chambouler par le numérique. D'autres ont surfé sur la vague, ont pris les opportunités. On peut prendre les GAFA ou toutes les startups qu'on connaît, Spotify, Deezer, etc. Donc c'est disruption, c'est-à-dire que je disparais ou je suis complètement chamboulé, ou opportunité. Et là, du coup, c'est l'enjeu de la transformation numérique. Et il se passe la même chose en ce moment sur les enjeux écologiques. Et vous avez des industries qui sont en pleine disruption écologique. Donc, je vais prendre la disruption climatique de l'assurance, avec le dérèglement climatique. Si c'est plus d'inondations et plus de tempêtes, si tous les 6 mois, la voiture, elle prend l'eau ou il y a un arbre qui tombe sur la maison,
c'est compliqué d'assurer. Le PDG d'AXA avait dit en 2015, je crois, planète à plus 4 degrés est une planète que nous ne pourrons plus assurer. Donc, et les assureurs, eux, commencent à voir les premiers signaux de disruption climatique sur leur business. Ils font des modélisations là-dessus. C'est vraiment très sérieux. C'est du business. C'est un impact sur le business. Je peux prendre aussi l'industrie du ski. Vous avez des stations qui commencent à faire leur transition pour que, en 2025, ils puissent être moins dépendants de la neige et du ski, de ce loisir du ski, parce qu'ils prévoient qu'en 2035, leur activité stoppera totalement parce que, tout simplement, c'est pas viable d'avoir de la neige là où ils sont à cause du dérèglement climatique. Donc, on a ces vrais sujets là d'entreprises qui sont en train d'arriver, des entreprises qui commencent déjà à être chamboulées et d'autres qui le seront plus tard. Et donc, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde qui vient complètement chambouler notre rapport aux choses et au business. Et donc, il faut s'adapter. Et donc, c'est le même type d'enjeu, en tout cas. Évidemment, là, c'est un peu moins joyeux parce que ça peut être un peu plus embêtant pour nos vies. Le dérèglement climatique va beaucoup plus loin que en termes de conséquences fâcheuses par rapport au numérique, qui étaient plutôt des conséquences positives. Et donc voilà, c'est des enjeux de transformation, c'est surtout ça, des enjeux de transformation des entreprises. Le lien entre les deux, il y a le parallèle, le fait que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des disruptions et des opportunités. Et donc la transformation, ça consiste à saisir l'opportunité plutôt que de subir la disruption. Il y a aussi un lien avec notamment la transformation numérique responsable, le fait que le numérique a aussi son impact. Mais c'est intéressant le numérique parce que c'est très différent d'autres domaines dont on dit qu'ils sont très impactants pour le climat. Donc c'est le cas, le numérique c'est l'équivalent de l'aviation civile, donc c'est beaucoup d'impact. Et pour information, c'est plutôt l'impact de la construction des appareils de type mobile et ordinateur, mais aussi les appareils qui nous permettent d'avoir le réseau chez nous, tous les routeurs qu'il y a sur le chemin, toutes les machines qui permettent d'avoir le réseau. Et donc, il y a une petite différence du numérique avec le reste, c'est que l'aviation civile, par exemple, ça n'a pas d'impact positif sur le climat, sur les enjeux écologiques. Hormis le fait qu'on pourrait se dire que voyager permet de se rendre compte, mais voilà. Ça a surtout des impacts négatifs, alors que le numérique a des gros impacts positifs, ne serait-ce que sur la prise de conscience. Alors, j'ai une grande phrase qui dit, pour faire le parallèle avec Jacques Chirac, notre maison brûle toujours, Chirac disait notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Là, notre maison brûle toujours, mais nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus regarder ailleurs. Et c'est notamment grâce au numérique. Le numérique est vraiment l'endroit où la prise de conscience est en train d'être accélérée, l'action également. Si aujourd'hui beaucoup de gens commencent à être sensibles et à savoir ce qui se passe de ce côté-là et à se mettre à agir, à se mettre en action, c'est grâce au numérique. Donc il y a aussi un aspect positif, une contribution positive du numérique qui est vraiment aussi très importante. Et je pense que c'est très intéressant que d'ailleurs à l'Institut Léonard de Vinci, il y a à la fois un master RSE et un master e-commerce, que je pense que les deux sont liés malgré les apparences. D'accord. Tu parles du réveil de l'entrepreneuriat à impact en France. En quoi ça consiste? Alors, très intéressant. Merci pour cette question, Galina. D'abord, cet entrepreneuriat à impact est très proche de l'entrepreneuriat digital. Et je vais prendre l'exemple des étudiants. Il y a une dizaine d'années, les étudiants, un des grands rêves, c'était d'aller en cabinet de conseil et de gagner de l'argent pour conseiller les grandes entreprises. Et puis c'était il y a 20 ans. Il y a 10 ans, ça a switché sur les startups, justement. Moi qui venais du monde des startups, c'était vachement intéressant pour, en tout cas, une partie des étudiants qui se voyaient bien fonder leur startup ou bosser en startup. Et depuis 4 ou 5 ans, c'est les entreprises à impact. Donc, ces startups nouvelle génération, dont l'objectif est pas seulement de faire de l'argent, mais aussi d'avoir un impact positif sur les enjeux environnementaux. Et il y a un petit signal faible qui devient de plus en plus un signal fort, qui est récent. C'est, je pense que vous avez déjà entendu parler du Next 40, du French Tech Next 40 ou du French Tech 120. On va dire que c'est les 40 entreprises d'avenir de la France ou les 120 entreprises d'avenir de la France. Voilà, c'est la French Tech qui fait ces indices-là, dans lequel évidemment Deezer est présent et voilà, plutôt les grosses startups. Alors c'est un peu léger, on n'a pas beaucoup de géants du digital en France. Par contre, il y a un petit truc qui est notable et qui n'est pas je pense que c'est unique pour la France. J'ai pas vu ça ailleurs dans le monde. C'est qu'au sein de ces 40 startups ou même des French Tech 120, c'est les mêmes proportions. Vous avez alors, on va lister 5 entreprises à impact. Donc, récemment, il y a Vestiaire Collective, qui est un peu le Vinted français, qui a levé 128 millions d'euros quand même. Vous avez Blablacar, le covoiturage, qui est quand même quelque chose aussi très puissant pour lutter contre le dérèglement climatique. Dans le French Tech 120, il y a Caros, justement, que je mentionnais tout à l'heure, sur le covoiturage. Il y a Recommerce, qui est le reconditionnement des appareils mobiles, et puis Back Market, qui est le reconditionnement des appareils électroniques. Et tout ça sont des entreprises à impact, et on peut se dire qu'il y a 10% du French Tech 120 ou 10% du Next 40 qui sont des entreprises à impact. Et je vais en citer une dernière qui est quand même pas des moindres, qui s'appelle Insect, qui fait de l'entomoculture, donc de l'élevage d'insectes pour générer de la protéine animale à partir d'insectes. Alors, si nous, on n'a pas trop envie de manger des insectes, dites-vous que les saumons, eux, sont très friands des insectes et que c'est un moyen, en fait, de rendre, par exemple, l'élevage de saumon beaucoup plus vertueux et beaucoup moins impactant écologiquement. Et cette entreprise, elle a quand même levé 400 millions d'euros jusqu'à maintenant. Donc, on a un des géants mondiaux chez nous de ce futur-là, de ce futur de l'élevage d'insectes. Donc voilà, je pense que si la France a un peu raté la révolution numérique, elle est en train de prendre la révolution durable, en tout cas plutôt du bon côté. Et on voit à quel point c'est le lien, c'est quand on prend le Next 40, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Des entreprises du numérique et des entreprises à impact.
Et parfois, elles font un peu les deux, comme Recommerce ou Back Market, ou Blablacar, qui est à la fois numérique et impact. C'est encore une fois une preuve du lien, mais aussi une grande tendance. Et voilà, aujourd'hui, ce qui fait rêver les jeunes qui veulent entreprendre, c'est plutôt des entreprises à impact. Oui, c'est très bien, ça c'est une bonne nouvelle. Tu emploies un nouveau mot, l'éco-activisme. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors c'est une conséquence de ce qu'on vient de se dire. D'accord. C'est-à-dire qu'au sein de cet entrepreneuriat impact nouvelle génération, alors dans lequel on pourrait mettre beaucoup de choses, Too Good To Go, Phoenix, on a entendu parler de ces projets. Voilà, j'en détecte quelques-uns qui sont sur une forme un peu nouvelle et qui font des choses incroyables. Voilà, on pourrait les rentrer dans la catégorie entreprise à impact. Mais voilà, je pose une question en conférence qui est très simple. Quel a été le meilleur moyen? Alors l'éco-activisme, ça s'écrit HACK comme les hackers. Comme le hacking, et donc éco-activisme, hacker, ce qui est très différent de l'activisme, l'activisme ACTI action, qui lui est plus je vais dans la rue, point levé et pied dans la rue, voilà. Bon, moi j'ai marché pour le climat, je me suis pas senti très puissant en le faisant. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à faire justement derrière l'écran et les mains sur le clavier. Et c'est ce que font ces projets-là. Et donc je revenais sur le fait que quel a été le meilleur moyen de lutter contre l'huile de palme dans nos aliments. Eh ben, ça n'a pas été point levé et pied dans la rue. Ça a été une application qu'on a tous eu dans les mains, qui s'appelle Yuka. En fait, le fait qu'on puisse scanner ces produits avec Yuka nous a montré que il y avait de l'huile de palme dans mon plat de mie. Et donc, j'ai changé ma consommation grâce à Yuka. Et donc, on a outillé les gens pour consommer plus responsable. Et on a un avènement justement des applications à impact. Dans la mode, il y a Clear Fashion également, qui est assez intéressant. Mais il y en a d'autres. Donc, dans l'article, il y a aussi Clear Fashion. En tout cas, s'il y a pas, ça vaut le coup que ça y soit. Mais donc, c'est quoi Yuka? C'est une petite start-up d'une dizaine de personnes dont le but n'est pas absolument le profit, du moins pas pour le moment, qui se répand aujourd'hui à l'international. Ils sont en train de déployer en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, et qui arrive à changer complètement des industries. Les industriels ont inventé de nouveaux mots. Ils ont besoin d'avoir des produits Yuka-friendly. Alors, c'est le cas aussi dans la cosmétique. Et c'est aussi un outil qui a amené beaucoup de prise de conscience pour beaucoup d'utilisateurs. Moi, j'ai des verbatim, des interviews de gens qui m'ont dit, en fait, moi, j'ai scanné ma salle de bain, des jeunes femmes qui avaient scanné leur salle de bain sur les cosmétiques, qui se sont rendus compte qu'on n'est pas si bien soin de leur corps avec ces produits-là. Et du coup, on a adopté une écologie personnelle, puis une écologie environnementale. Parce que c'est un chemin culturel, en fait, l'écologie. Et donc voilà, vraiment, cet aspect-là est assez intéressant. Donc d'autres exemples de l'éco-activisme, la fresque du climat, ou les fresques, parce qu'il y a aussi la fresque de la biodiversité, la fresque de l'économie circulaire, il y a aussi une fresque du numérique d'ailleurs. La fresque du climat, c'est quoi? C'est un atelier collaboratif très sympathique, très ludique en tout cas, qui traite quand même par contre de sujets moins sympathiques comme le dérèglement climatique. Et ça part du principe que le rapport du GIEC, on n'a pas tous la capacité à aller le lire, quoi. On va aller se le prendre, ce rapport des scientifiques qui fait consensus international sur le dérèglement climatique. Et en fait, cet atelier permet en 3 heures d'appréhender à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans le rapport du GIEC, de comprendre tout ça. Et c'est un atelier qui fait vraiment boule de neige. C'est pour ça que je parle des nouvelles startups. Alors, la fresque prend la forme d'une association, mais ça ressemble vraiment à une startup au niveau des métriques. C'est vraiment une courbe exponentielle en termes de... Donc là, aujourd'hui, ils sont à 150 000 personnes qui ont assisté à un atelier. Ils ont fait une rentrée du climat. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des ateliers animés à l'Institut Léonard de Vinci, donc auprès des grandes écoles. Et puis, vous avez toujours des gens qui ont suivi une fresque, qui deviennent animateurs. Et donc, en fait, il y a de plus en plus d'animateurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 animateurs de la fresque du climat, dont moi. Je suis un des animateurs. Mais voilà, c'est un effet boule de neige où de plus en plus de gens sont sensibilisés. Et l'ambition de la fresque du climat, qui est tout à fait tangible désormais, c'est qu'il y ait 1 million de personnes qui soient sensibilisées aux enjeux climatiques grâce à la fresque. Et vous avez les déclinaisons de cette fresque-là qui sont en train d'avancer aussi. Donc voilà, ça c'est un projet, je trouve, qui est, encore une fois, c'est pas le point levé et être contre quelque chose, c'est plutôt être pour que tout le monde soit sensibilisé. Et voilà comment ça marche. Donc un autre exemple, c'est Time for Planet. C'est pareil, on ne sait pas trop si c'est une ONG, une entreprise. En tout cas, ça ressemble, le mot que je mettrai dessus, Time for the Planet. Donc, c'est une sorte de fonds d'investissement citoyen dans l'innovation qui pourrait aider à lutter contre le dérèglement climatique. Et le point, c'est que aujourd'hui, on voit que le public, en tout cas certaines structures, sont défaillantes sur le fait d'aller vraiment faire des investissements qu'il faut sur ces sujets-là. Eux, ils ont pris le sujet à bras-le-corps, ils ont créé une communauté d'associés. N'importe qui peut devenir associé avec des montants tout à fait abordables, un peu comme du crowdfunding. Donc, je suis l'un des associés de Time for the Planet, mais aujourd'hui, il y a 15 000 associés. Et il y a aussi des entreprises qui deviennent associées. La gouvernance de ce truc-là est assez bien faite, la façon dont c'est géré. C'est presque une démocratie participative. Donc voilà, nouveau format, nouvelle manière de mener des projets.
toujours des projets entrepreneuriaux. Un autre exemple, ce serait C'est qui le patron? Je pense que vous avez entendu parler de C'est qui le patron, qui est très intéressant aussi comme modèle pour le MBA-MCI, puisque c'est un modèle de consommation durable, avec justement une juste rémunération des producteurs. Donc ça, pour moi, ça rentre complètement dans l'éco-activisme. Et ça rejoint les sujets environnementaux, puisqu'évidemment, ça accompagne aussi la transition écologique de l'agriculture, ce qui est pas simple du tout. Donc très très beau projet, C'est qui le patron. Je pourrais en citer d'autres comme le Shift Project, qui est une initiative qui regroupe des citoyens qui vont faire des contributions auprès des décideurs pour dire voilà comment nous pourrions décarboner l'économie, etc., etc. En tout cas, il y a plein de projets sur de nouvelles formes, et ces projets, ils sont toujours un peu en lien avec la manière dont on innovait côté numérique. Évidemment, quand je prends Yuka, là, c'est complètement numérique. Voilà ce que je pouvais raconter sur l'éco-activisme, plutôt par l'exemple. En tout cas, ça vaut le coup vraiment de s'intéresser à cette nouvelle manière de changer le monde. Hier, c'était les startups qui changeaient le monde et ont créé des applis mobiles pour mettre de la musique, pour révolutionner l'industrie de la musique, dans le cas de Deezer. Et aujourd'hui, on crée des applications pour que l'huile de palme disparaisse de nos aliments ou que les cosmétiques deviennent beaucoup plus vertueux. Oui, tu as tout à fait raison. Et je voulais te demander quel lien fais-tu avec le monde du digital? Et du coup, on vient de répondre un petit peu. C'est que toute cette innovation et les méthodes qu'on emploie dans ces projets-là sont des méthodes issues du digital. Alors, c'est pas toujours seulement du digital, c'est-à-dire du SEO ou du marketing. C'est parfois juste les méthodes d'exploration. Les méthodes d'exploration des startups, il y a notamment le bouquin Lean Startup, la méthode Lean Startup qui est assez intéressante, qui est une méthode d'exploration rapide, ou les méthodes d'interview aussi. Et c'est là on rejoint tout l'univers de l'UX, l'expérience utilisateur, le fait d'aller tout simplement interagir avec ses utilisateurs ou ses clients pour faire le produit qui répond bien aux problèmes. Si je prends Yuka, c'est un exemple parfait de super expérience utilisateur. Voilà. Ouais. Si je prends la fresque, c'est un atelier d'intelligence collective exactement du même type que ceux qu'on applique côté transformation numérique. Voilà, donc on s'inspire, les outils qu'on a créés, en fait, on commence à les utiliser d'autres manières, tout simplement. Mais vraiment, c'est plutôt là que je fais un parallèle. Alors, il y en a un autre, c'est le parallèle entre la transformation, c'est le point que je voulais aborder tout à l'heure, et revenons là. Le parallèle entre la transformation numérique et la transformation durable. Moi, je m'applique en ce moment, justement, à trouver des méthodes de transformation numérique et de les transposer. Et c'est déjà en train d'avoir lieu. Par exemple, l'intrapreneuriat est quelque chose qui marchait très très bien. Des collaborateurs qui entreprennent à l'intérieur de l'entreprise, quelque chose qui marchait très très bien côté transformation numérique. C'est en train chez BNP Paribas, par exemple, ils ont un programme qui s'appelle Intra for Good, Intrapreneur for Good, d'intrapreneuriat à impact. Donc ça, c'est des choses qui commencent à arriver aussi. Sensibilisation des collaborateurs. Donc la fresque du climat, ça arrive aussi en entreprise. Aujourd'hui, il y a EDF et Suez qui ont décidé de sensibiliser tous leurs collaborateurs, un grand coup de centaines de milliers. Puis plein d'autres entreprises sont en train de prendre la même marche. Donc sensibilisation, comme on le faisait à l'époque concernant le numérique, aussi formation. Et puis de mon côté, moi je me concentre en ce moment sur des learning expéditions pour dirigeants, comme on faisait des expéditions apprenantes, des learning expéditions pour dirigeants sur le numérique, pour que des gens qui étaient par exemple directeurs financiers ou directeurs RH comprennent que le numérique c'était pas juste pour faire joli et qu'il y avait des grands enjeux pour l'entreprise. Et du coup aujourd'hui j'applique ce qu'on faisait hier sur le numérique au développement durable. Et donc, je travaille en ce moment sur des learning expéditions appliquées à la transformation pour le développement durable pour que, par exemple, des DRH comprennent les enjeux de marque employeur. Parce qu'il y a des enjeux de marque employeur. Une entreprise qui agit pour l'environnement est beaucoup plus attractive aujourd'hui qu'une entreprise qui est un peu les bras ballants face à ces enjeux, par exemple. D'accord. Et donc, une learning expédition sur le numérique responsable. On a un format très, très performant sur le numérique responsable et on en a un autre sur l'économie circulaire. D'accord. Très bien. Quel conseil donnerais-tu aux gens qui veulent se lancer maintenant dans l'entrepreneuriat? Donc là, on revient au sujet entrepreneuriat. D'abord, se lancer. C'est un point important. Oui. Mais le grand piège de l'entrepreneuriat, c'est de croire que ce qui compte, c'est la bonne idée et que la bonne idée va marcher tout de suite. Et c'est pas comme ça que ça marche. Ça marche souvent par des échecs ou des successions d'échecs. Et c'est les successions d'échecs qui mènent au succès. Alors, dans l'histoire de Deezer, c'est flagrant. On a planté un projet avec SFR, c'est ça qui nous a permis de travailler avec Orange. On s'est planté sur le côté gratuit, c'est ça qui nous a permis de comprendre que le mobile pouvait être payant. Voilà, on a passé notre temps à se planter pour ajuster le tir, en fait. Et c'est vraiment, dans l'histoire des startups, c'est récurrent. En fait, il y a toujours une sorte de pivot, on appelle ça un pivot, mais qui est parfois un plantage temporaire, où en fait, on n'a pas le choix, si on veut déséchouer, il faut trouver. Et donc, c'est vraiment aussi être conscient de son rapport à l'échec, parce que l'échec fait partie de l'aventure un peu. Le truc, c'est que si on reste dedans, évidemment, c'est un peu dommage. Et de pas être trop buté sur son idée initiale. Il y a vraiment cet aspect-là. Et si je prends la posture qui est valable aussi pour les entrepreneurs à impact, la posture du fondateur de startup, elle est très compliquée, en tout cas du CEO, parce qu'il doit être brillant à l'extérieur, c'est-à-dire quand il voit des clients ou des investisseurs, évidemment, il doit donner des confiances, il doit dire on va là et la vision c'est celle-là. Il doit être très stable et très brillant.
Et par contre, à l'intérieur, il doit douter tout le temps, puisque à l'intérieur, comme c'est incertain, on ne sait pas trop où on va, il doit douter tout le temps. Donc c'est un peu schizophrène, ce côté, cette double posture qu'il faut avoir à douter un peu de ce qu'on a à l'intérieur pour être sûr d'aller sur le bon chemin, mais aussi à l'extérieur, toujours donner une impression de certitude et de confiance. Et donc c'est vraiment savoir aussi faire face à l'incertitude. Ça, c'est un vrai sujet sur l'entrepreneuriat. Après, évidemment, se former. Pas rester tout seul, se former et échanger avec des entrepreneurs. Ça forge un peu le réseau ensuite. Les rencontres sont quelque chose de super important. On pourrait croire qu'en ce moment c'est compliqué, ça empêche les entrepreneurs d'avancer. Et en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que, comme toute problématique, il y a des opportunités. En fait, vous avez des gens que vous ne pouviez pas toucher, vous ne pouviez pas rencontrer avant, que vous pouvez rencontrer plus facilement aujourd'hui en proposant une visio, parce que justement, c'est un peu plus possible, un peu plus de temps, alors qu'avant, c'était pas possible, quoi. Voilà un peu ce que je pourrais dire aux entrepreneurs qui se lancent. Et puis, voilà, bien s'associer. Il y a un sujet psychologique avec l'entrepreneuriat. Bien comprendre pourquoi on veut devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'on y cherche. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, je pense. Ça joue plus à l'histoire personnelle. D'accord, très bien, merci beaucoup. D'après toi, une entreprise, quel gaspillage numérique pourrait-elle réduire facilement? Alors, très bien. Ça, c'est un bon point. Déjà, il faut voir où est-ce qu'on tape. C'est-à-dire, où est-ce que ça fait mal. Comme je le disais tout à l'heure, là où ça fait vraiment mal, c'est sur la construction des appareils. Alors, pas seulement la construction, mais c'est aussi le transport. Les appareils, ils sont plutôt fabriqués en Asie. Donc, ils viennent tous d'Asie. C'est le cas aussi des câbles, de tout ce qu'on construit sur le réseau. Pour le coup, notre numérique, il est basé sur des bateaux qui viennent de l'autre bout du monde. Un petit truc comme ce mobile, c'est l'équivalent d'une tonne de terre, je crois, qui est retournée juste pour extraire les métaux. C'est aussi du pétrole qui est consommé pour ça. Donc, l'impact, il est assez énorme sur la construction des terminaux. Et donc, commencer à trouver des solutions sur ces aspects-là. Donc, ça peut être de la seconde main, du reconditionnement. Et puis, je vais mentionner justement une entreprise à impact, qui en plus est aussi ESS, c'est-à-dire qu'ils emploient des gens en reconversion, qui s'appelle Ecoder, ECODAIR, qui fait de l'économie circulaire, du recyclage de matériel informatique, de l'upcycling en B2B pour les entreprises. Et vers chez moi, je vis dans le sud-est de la France, près de Niort exactement. Il y a un truc qui s'appelle aussi les ateliers du bocage qui fait ce genre de choses également, très intéressant. Donc ça, c'est des entreprises qui marchent bien, qui sont en croissance, mais parce qu'il y a un vrai gros besoin. Et aussi parce que le fait qu'on ait toujours tout le dernier matériel de compétition n'est pas toujours absolument nécessaire. Donc il y a vraiment un enjeu de durabilité du matériel, de recyclage aussi. Voilà, ça c'est un premier aspect. Et puis ensuite, après, le fait alors c'est très intéressant, l'Institut du numérique responsable, qui se trouve vers La Rochelle, qui est devenu national maintenant. Il y a une charte du numérique responsable, donc c'est très intéressant que l'entreprise la signe, cette charte, mais ça suffit pas. Il faut aller plus loin, je pense, sur les bonnes pratiques, et notamment évangéliser des bonnes pratiques auprès de ses collaborateurs. Donc comme ce que je disais tout à l'heure sur la visio, quand on s'est vu 10 minutes, peut-être qu'on peut couper tout simplement la vidéo, la mettre que quand on a besoin. Il faut savoir que quand il y a des slides, les slides, ça bouge pas beaucoup, donc les algorithmes auront bien compressé ça, donc il y aura beaucoup moins d'impact quand on a des slides, en fait. Donc il y a cette tentation de se voir de près, mais malheureusement, ça a un impact. Et par contre, en effet, c'est moins du côté des entreprises, mais tout ce qui est consommation de vidéos type Netflix et tout ça peut-être moins mentionné tout à l'heure, ça consomme pas mal. Alors, un petit aparté sur l'énergie. Par chance, ou en tout cas, attention à ça aussi, la France est un peu à part puisqu'on a surtout une énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, elle est fortement décarbonée. Ça émet très peu de CO2 nucléaire par rapport au reste. Mais ailleurs dans le monde, n'oubliez pas que l'électricité est principalement produite à base de pétrole, charbon et gaz, notamment en Chine. Et donc, du coup, il y a vraiment cet aspect-là quand on va sur des sites qui vont, par exemple, consommer des données qui viennent des États-Unis, au hasard Netflix, même si c'est un peu redondant à travers le monde, on va se retrouver à consommer forcément de l'énergie qui n'est pas de l'énergie nucléaire par notre consommation numérique. Et donc, le numérique a aussi un impact côté consommation, évidemment. C'est pour ça que c'est une industrie qui pèse autant que l'aviation civile. C'est pour ces raisons-là. D'accord. Et le fait de se dire, tiens, nous, on utilise de l'énergie renouvelable, ne suffit pas parce que ce qui compte, c'est le mix énergétique. Si vous utilisez une énergie renouvelable mais que tout le reste de l'industrie utilise du pétrole, ça fonctionne pas, quoi. Donc, ça, c'est un peu ce derrière quoi les GAFA se cachent en disant, voilà, nous, on utilise de l'énergie renouvelable, mais l'énergie renouvelable, aujourd'hui, elle représente au maximum 5% de l'énergie dans le monde, donc c'est tout petit. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas disponible pour d'autres usages, tout simplement. Et donc, tant qu'on n'a pas un mix complètement décarboné, ça ne veut pas dire grand-chose. Après, donc, les actions d'entreprise, comme je l'ai dit, les sujets de recyclage, et puis surtout, des actions que la DSI peut mettre en place. Aujourd'hui, les directions IT, directions DSI sont en train de s'y intéresser fortement. Donc, c'est tout l'avènement du numérique responsable, donc pour limiter l'empreinte du numérique de notre entreprise, qui vaut à la fois pour ce qu'on fait pour nos clients et ce qu'on fait en interne, évidemment, notre DSI. Et là, aujourd'hui, il y a de nouvelles approches qui émergent. Et je vais citer un projet qui s'appelle Boa Vista,
Boa Vista qui est mené par Laurent Eskenazi, entre autres, et quelques autres. Mais moi, je connais bien Laurent Eskenazi, qui est un ancien d'Orange d'ailleurs. Et Boa Vista essaye de faire un référentiel de bonnes pratiques pour les DSI, qui vont leur permettre, donc ils ont commencé à travailler avec AXA, avec des grands groupes, pour trouver justement quelles étaient les bonnes pratiques au sein de ces directions informatiques, et les propager en fait pour que d'autres puissent adopter ces bonnes pratiques. Donc ce projet-là est très intéressant, c'est peut-être l'un des projets à suivre sur ce sujet-là. Et puis ensuite, peut-être, en effet, je parlais tout à l'heure de la sensibilisation des collaborateurs, la fresque du numérique est un aspect intéressant en entreprise également. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et je voulais te poser la dernière question. Si tu pouvais changer quelque chose dans le monde aujourd'hui, ça serait quoi? Alors, justement, ce ne serait pas des outils, ce ne serait pas ces choses-là, et ça rejoint un peu plus les sujets de fresque du climat. Pour moi, on a un enjeu culturel. Et on a un vrai problème de technosolutionnisme. Et pour le coup, j'étais encore hier un technosolutionniste, et je vais donner une petite maxime qui va contre le technosolutionnisme. C'est cliquer ici pour tout résoudre. On a cette approche-là où on se dit, il suffit de mettre un bouton, on cliquera et hop, tout sera résolu. Et c'est ce qu'on voudrait, hein. On voudrait que ces problématiques environnementales soient résolues par une technologie magique. Et ça va pas nous emmener loin. Alors, il se trouve que il y a peut-être des technologies très sales, pas du tout magiques, qui vont résoudre certains des problèmes, mais on commence à jouer aux apprentis sorciers. Il y a un truc qui s'appelle la géo-ingénierie, qui est peut-être une solution cauchemardesque pour laquelle on va pas avoir le choix. Mais c'est vraiment un cauchemar, hein. C'est-à-dire qu'on se met à jouer avec le climat et on sait pas trop ce qu'on fait. Bon, ça c'est de l'ordre de cliquer ici pour tout résoudre. Et si on se dit on est toujours dans la même logique que de se dire c'est en amenant de la technologie qu'on résout les problèmes. En fait, à chaque fois, les technologies elles en créent d'autres, ces problèmes. C'est un peu là où on arrive en ce moment, et c'est une sorte de mur de cette capacité-là. Alors par contre, il y a plein de nouveaux courants de pensée, l'économie circulaire, la permaculture, le biomimétisme, voilà, il y a plein, l'éco-activisme que j'ai cité tout à l'heure, plein de nouvelles manières de penser le monde et de créer des futurs souhaitables. Alors j'ai pas mentionné tout à l'heure dans l'éco-activisme un institut qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables, très très intéressant, l'Institut des futurs souhaitables, très inspirant. Et donc voilà, je suis plutôt de cette mouvance-là et qui fait aussi appel à la partie culturelle. Et donc, je vais encore une fois faire le parallèle avec la révolution numérique. On peut difficilement dire que la révolution numérique n'a pas changé notre culture, notre rapport aux choses, notre rapport au temps et notre rapport aux gens. Le numérique, il a changé tout ça. Et la révolution écologique, elle est aussi de cet aspect-là. Elle change notre rapport au temps, notre rapport aux choses, notre rapport aux gens, notre rapport au monde. Donc, on est dans le même sujet. Et donc, il y a un enjeu culturel. Et un des auteurs que je suis beaucoup et que j'aime beaucoup s'appelle Jean-Pierre Gou, qui a écrit Siècle bleu, qui parle d'une révolution bleue, mais il est aussi le fondateur d'un projet qui s'appelle One Home. Et One Home, ça permet de voir la Terre en grand, d'avoir vraiment une vision de la Terre comme les astronautes. Et puis, j'ai eu la chance d'écouter, dans une émission de Frédéric Lopez, donc en Retour en train inconnu. Thomas Pesquet disait ce qui est impressionnant quand on est dans l'espace et qu'on regarde la Terre depuis l'espace, c'est le vide qu'il y a autour, en fait. Le fait que la vie, elle est que là. Et donc, il y a vraiment, je pense, cet enjeu culturel à comprendre que cette vie, elle est précieuse, qu'aujourd'hui, on n'est pas sur la bonne voie, on n'est pas sur la bonne route concernant le vivant, qu'on fait partie de ce vivant-là, qu'on en est dépendant. Hein, le côté hors sol qu'on peut avoir, en tout cas, la science-fiction nous a fait croire qu'on pouvait s'abstraire de la vie sur Terre et a priori, en tout cas, au moins, l'humanité n'en est pas encore là. Ce sera peut-être le cas un jour, mais c'est pas le cas. L'espace, c'est le vide de vie. Hein. Il n'y a pas de vie dans l'espace, c'est la mort. Hein, aujourd'hui. Donc, le fait de partir dans l'espace... Alors, je vais citer pour la partie culture, une citation de François Mauriac. « À quoi sert-il de gagner la Lune si c'est pour perdre la Terre ?» Et donc, le fait d'aller vivre dans l'espace, moi, ça me fait pas rêver. Hein. J'aime bien la Terre. J'aime bien jardiner également. J'aime bien que j'espère que mes enfants vivront sur Terre plutôt que dans l'espace. Parce que l'espace est assez perturbant. C'est pas fait pour la vie, quoi, tout simplement. Et donc, voilà, cet enjeu culturel. Et donc, pour conclure, la chose que je voudrais changer, c'est qu'on est tous à l'esprit, qu'on est tous les pieds sur Terre. On partage tous cette planète. C'est ce qu'on a en commun. Même si on n'est pas d'accord sur plein de choses, on a tous en commun le fait d'être né sur cette terre et d'y vivre. Et donc, avoir ça en conscience quand on prend des décisions, qu'on soit dirigeant d'entreprise, acteur du numérique ou dirigeant politique, me semble quelque chose d'important. Et s'il y avait quelque chose à changer dans le monde, ce serait peut-être plutôt ça. Et donc, c'est exactement ce qui se cache derrière One Home, le projet de Jean-Pierre Gou, que nous ayons tous toujours la conscience planétaire quand nous prenons des décisions. D'accord. Oui, ça, c'est une bonne décision. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Alexandre. Je te souhaite vraiment bon courage pour ta grande volonté de vouloir changer le monde. Alors, je rajoute un truc, c'est que je ne dis plus bon courage parce que quelqu'un m'a dit, en effet, il y a même un bouquin là-dessus qui dit « Ne me dites plus jamais bon courage » parce que bon courage, ça veut dire que la vie est dure et qu'il faut plein de courage pour franchir les épreuves. Moi, aujourd'hui, je dis bonne énergie. Bonne énergie dans nos projets. Et donc, Galina, ainsi que tous les étudiants du MBA MCI et ceux qui écouteront le podcast, je vous souhaite une bonne énergie pour cette année.
Merci beaucoup.